suis Marjolaine Goudreau, je suis travailleuse sociale de formation depuis plus de 30 ans quand même, 35 ans. J'ai commencé dans le milieu communautaire, mais depuis 27 ans, je travaille dans un CLSC du nord de l'île de Montréal, au CLSC Annecy. C'est là que j'ai commencé ma pratique comme travailleuse sociale après 7 ans de communautaire. Chaque CLSC s'implantait graduellement dans chaque quartier du Québec, chaque quartier montréalais ou des grandes villes et dans chaque région. La pratique pendant ces 15 années-là, c'était une pratique de développement. C'est-à-dire qu'il y avait toute une multitude d'intervenants dans chaque CLSC qui passaient du médical au psychosocial, passant par tous les types d'emplois assez spécifiques là, comme la nutrition, la réadaptation pour les personnes âgées. C'était des milieux de travail assez diversifiés qui se développaient et qu'à l'époque, on qualifiait les CLSC d'une pratique, d'une approche populationnelle. C'est-à-dire qu'étant implantés par quartier, nous, on travaillait beaucoup en collaboration avec la majorité des organismes communautaires de quartier. Donc moi, si je travaillais dans le CLSC Annecy, je devais développer, tout comme mes collègues, là, on travaillait en interdisciplinarité. Par exemple, on avait des équipes de travail qui étaient composées, en ce qui me concerne, d'auxiliaires familiales, d'infirmières, tout l'aspect de la réadaptation, le psychosocial, des médecins qui avaient une pratique aussi à développer au niveau du communautaire, des organisateurs communautaires pour faire le lien entre les intervenants des CLSC et l'ensemble des organismes communautaires des quartiers. Pendant ces 15 années-là, ça a été une pratique qui s'est développée de cette façon-là. Donc, à l'interne, on travaillait beaucoup en interdisciplinarité, comment on approche une famille, comment on travaille, qui est la mieux placée, puis en collaboration avec les organismes communautaires, que ce soit famille ou que ce soit pour d'autres missions. C'était ça les 15 premières années, en tout cas, qu'on a vécues au Québec, là, en CLSC. C'était en voie de développement, bien sûr. Les budgets étaient aussi en voie de développement. Donc, il y avait toute une culture au niveau même des gestionnaires à l'époque. On en reparlera plus tard maintenant, ce qui arrive. Mais à l'époque, c'était des milieux très, très conviviales, très, très proches. C'est-à-dire que nos supérieurs immédiats, nos gestionnaires immédiats, c'était parfois des collègues qu'on travaillait ensemble avant, qui étaient devenus des gestionnaires et qui connaissaient très bien la pratique en CLSC, qui connaissaient très bien comment on s'était développé. Et l'arrimage, moi je dis, l'arrimage clinique qu'on faisait était très convivial et il y avait tout un souci de développer de plus en plus soit les services ou soit notre pratique. Et ça, c'était assez fort. Fait que moi, ça a été, dans le fond, les 15 années dans lesquelles j'ai travaillé de cette façon-là, de façon très, très proche. Comparativement à maintenant, ce que je rajouterais, c'est qu'on avait, c'est drôle que je dis maintenant, là, parce que c'est un terme qu'on utilise maintenant, mais on avait un continuum de services. Bon, maintenant, on utilise maintenant ce terme-là qui, à mon avis, est complètement désincarné, mais à l'époque, le continuum de services, ça voulait aussi dire si j'avais à aider une famille, je l'aidais du début à la fin. Par exemple, si dans la famille avec laquelle j'ai été interpellée, il y avait une dame enceinte, et dans cette circonstance-là, il pouvait avoir toutes sortes de dynamiques, mais il pouvait peut-être aussi avoir un enfant qui avait un retard de développement. Il pouvait avoir des situations de violence conjugale. On pouvait parler aussi peut-être de dépression postpartum. Tout ça était traité toujours par la même équipe, ce qui maintenant n'est plus du tout le cas. Alors actuellement, on fait face à plusieurs intervenants dans une même famille. On pourra peut-être expliquer pourquoi après. Mais à l'époque, c'était vraiment tout le temps, la famille, il y avait toujours un intervenant référent à qui se référer, appeler, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller. C'était très aidant, très facilitant pour une personne d'arriver puis d'appeler dans une structure X, là, un établissement, puis parler, je veux parler à Marjolaine, je veux parler à une telle, je veux parler à telle infirmière. C'est toujours les mêmes personnes
qui était malgré ce qui se passait dans la famille. Moi, je trouve que c'était une pratique qu'on qualifiait là, d'approche populationnelle parce que c'était toujours la même aussi qui faisait les liens avec le communautaire. On se déplaçait pour aller travailler dans le communautaire, dans les lieux là, des organismes communautaires. C'était une belle époque. C'était une belle époque de travail et de service à rendre à la population à ce moment-là, oui. Alors, on est passé d'une structure unique des CLSC parce que chaque établissement en santé et services sociaux avait sa mission particulière. La mission hospitalière, mettons l'hôpital Fleury, avait une mission hospitalière. Le CHSLD du quartier avait sa mission d'héberger les personnes âgées. Les CLSC avaient une mission quand même assez large, mais qui se qualifiait de première ligne, donc de porte d'entrée. Ce qui était assez bien arrimé, même si c'était pas parfait, il n'y avait rien de parfait, mais comparativement maintenant, ce qui est arrivé il y a 11 ans à peu près, ça a été la première vague des fusions. Alors, le gouvernement à l'époque a décidé de grossir les établissements et de fusionner tout ce qui se retrouvait dans un même quartier donné. Ça a été la première vague, je te dirais. Euh, donc, si tu avais dans le quartier Annecy pour se référer à mon travail, ben, j'avais l'hôpital Fleury, j'avais des CLSC, oui, des CLSC, et j'avais des CHSLD. Alors là, ils ont décidé de fusionner deux quartiers ensemble. Ça a été la première étape. Ils ont fusionné Annecy avec le quartier de Montréal-Nord. Donc, ça a fait deux CLSC, quelques CHSLD, un hôpital, et ils ont décidé de mettre sur pied cette première fusion-là, voilà 11 ans. Alors ça, c'était à l'époque de la loi 25 et de la loi 30, où ils ont fusillé, quel lapsus, hein, qui ont fusionné autant les structures syndicales que les structures de la santé et des services sociaux. Ça a été un clash, ça a été gros, parce que dans le fond, chaque CLSC s'était développé à même la culture de quartier. C'est pas pour rien qu'on appelait ça une approche populationnelle. On développait les services en lien avec ce qu'était un quartier. Un quartier centre-sud, le quartier Schlager-Maisonneuve et le quartier Montréal-Nord, ou le quartier Annecy a sa couleur, a sa densité de population, que ce soit plus étudiant, que ce soit plus au niveau d'immigration, que ce soit plus pauvre dans certains quartiers. Chaque CLSC développait les services en fonction de sa population. Alors, quand tu te mets à fusionner deux quartiers, oui, on n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes cultures de quartier, on n'a pas les mêmes cultures de travail d'équipe non plus. Ce que je vais développer à Montréal-Nord comme culture, alors qu'il y a dans le quartier Montréal-Nord, on le sait, beaucoup plus de gangs de rue. Là, il y a des équipes qui se sont développées là, des équipes de quartier qui travaillent dans la rue, tout ça, ce qu'il n'y avait pas en SIC. Et quand on veut fusionner deux établissements ensemble, et là, ils ont voulu forcer la main, nous forcer la main, et qu'il fallait que tout le monde travaille de la même façon, qu'on soit Annecy et Montréal-Nord. Puis là, je parle juste de ce quartier-là, mais c'est pareil dans tous les quartiers. C'est impossible. Et là, la différence, quand ces deux lois sont arrivées là, à l'époque, les services de santé et services sociaux avaient le devoir d'offrir des services. Avec ces deux lois-là, ce qui a changé, ce qui est subtil, ce qu'on ne sait pas tout le temps, c'est qu'on n'a plus le devoir de les rendre. On a le devoir que ces services-là soient rendus, mais pas nécessairement par le CLSC. Ce qui enlève beaucoup d'imputabilité de services au niveau des établissements. Je ne sais pas si c'est assez clair là, mais la nuance, c'est qu'avant, on devait donner les services. Maintenant, on est responsable que les services se donnent. Fait qu'on est juste responsable de savoir si moi, je ne le rends pas comme établissement, comme CLSC, parce que, bon, j'ai, par exemple, enlevé quelques critères d'accessibilité. Je ne suis pas obligée de donner les services. Je suis juste obligée de dire, ben dans tel organisme communautaire, vous pouvez avoir ces services-là maintenant. Ça change beaucoup l'imputabilité des établissements, euh, cette première fusion-là.
ça a commencé doucement au début des C3S et plus les C3S se sont installés, plus il y a eu une philosophie de gestion qui s'est aussi imposée au Québec, pas juste en Antique-Montréal-Nord, mais au Québec, qui fait en sorte que les gestionnaires sortaient avec comment je dirais ça, avec une autre philosophie. Alors c'est là qu'on s'est mis à nous parler de firmes externes qui sont arrivées à montrer à nos gestionnaires de travailler différemment. Alors là, on n'était plus dans le contexte des CLSC auparavant, on n'était plus non plus au début des fusions des C3S, mais là, on tombait dans quelque chose de beaucoup plus majeur. Là, il y a certains établissements montréalais comme le nôtre, Antique-Montréal-Nord, où est-ce qu'ils ont intégré de façon obligatoire, c'est sûr, une firme de gestion. Alors, eux autres étaient là pour venir montrer à nos gestionnaires comment travailler auprès de nous. Ça a été dramatique, ça a été destructeur pour deux choses. Premièrement, on ne comprenait pas tout ce qu'il y avait en arrière de ces firmes-là, mais on a compris rapidement que ce qu'ils nous ont demandé maintenant, c'est de ne plus travailler comme on travaillait auparavant. On n'avait plus à travailler d'une façon qualitative au niveau des gens qu'on rencontrait, mais on devait travailler d'une façon quantitative. Et là, cette firme-là a commencé à travailler auprès des gestionnaires pour leur montrer, parce qu'un coup que la firme était partie, il fallait que nos gestionnaires sachent comment continuer. Donc, il y a eu une firme, Proaction, qui a fait beaucoup d'établissements au Québec, qui a fait beaucoup d'argent. Parce que dans le fond, ces firmes-là étaient payées à même les budgets des C3S, premièrement. Et il y avait d'autres C3S qui, eux autres, s'étaient payés à même la taxe santé sur nos impôts, là, la ligne 448, si je me rappelle bien. La taxe santé dans le réseau de la santé, on ne savait pas pourquoi elle était là. On nous disait que ça va redonner des budgets des établissements. Ce qu'on a compris, c'est que bien sûr, c'est revenu d'un établissement, mais avec des firmes privées. Donc, les firmes coûtaient au coût d'un demi-million. Et là, c'est là qu'on a commencé à comprendre ce qui nous pendait au bout du nez, que maintenant, la philosophie de gestion des établissements devenait ce qu'on appelle maintenant une philosophie de lean management. Mais c'était plus facile de comprendre auparavant, avant de comprendre ce qui était le lean. Nous, on faisait le parallèle beaucoup avec le toyotisme. C'était plus facile pour nous de comprendre qu'est-ce que ça comprenait une ligne de montage, puis de voir comment ils nous faisaient travailler maintenant. C'était quasi identique, dans le sens que là, la firme est venue auprès des employés. Alors, chaque employé, ils ont fait un genre de calcul de temps-mouvement. Donc, chaque employé avait quelqu'un de Proaction qui le suivait toute la journée, du matin au soir. Donc, à 8 heures le matin, je rentre dans mon bureau, et là, j'ai quelqu'un assis à côté de moi, puis là, je me lève, puis là, tu te demandes où tu vas. Je dis, je m'en vais dans mon pigeonnier chercher des trucs. Elle tuer. Elle calcule le temps que ça te prend. Après ça, tu défais ton courrier. Là, tu fais quoi? Là, je fais mon courrier. Oups, le téléphone sonne. Je prends mes messages. Tout. Tu te lèves pour aller aux toilettes. Elle dit où tu vas? Je m'en vais aux toilettes. Tu vas où? Je m'en vais parler. C'est vrai, il faut que j'aille parler à l'infirmière de mon équipe parce que hier, j'ai vu quelqu'un, puis il faut que je rencontre telle infirmière. Fait que tous les mouvements, toutes les interventions, tous les pas que je faisais étaient calculés. Les heures de dîner, les pauses. Ça a été un clash parce que, dans le fond, ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'était pas très dangereux. Ils ont dit on veut juste minuter pour être capable de voir comment de temps ça prend pour des interventions, puis faire un peu un calcul de combien d'heures une personne demande de l'aide, combien d'heures je dois lui donner de service, de toutes sortes, que ce soit pour remplir de la paperasse, que ce soit pour faire une visite à domicile, que ce soit pour un soin. Donc, ils voulaient faire un tableau. Ils ont fait le tableau, ils ont fait un tableau de tout, le calcul est en mouvement de tous les intervenants, que ce soit en psychosocial, en nursing, en réadap, les auxiliaires familiales. Ils ont fait un tableau, puis là, ils ont dit, bon, là, ils nous ont réunis, ils ont fait un travail
de concertation entre nous. Et là, ils nous ont dit, maintenant, une visite à domicile, c'est 1 heure. On a dit, ouais, ben, des fois, ça peut être 1 heure et quart. Ça peut être 40 minutes si je vais faire signer un document. Ils ont dit, oui, 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 ça peut être 40 minutes, ça peut être 1 heure et demie, mais on se dit-tu qu'en principe, en gros, c'est 1 heure? Ben, on a dit, oui, en moyenne, c'est 1 heure. Quand on a fait toute cette liste-là, puis qu'on a dit bien oui, c'est à peu près ça, après ça, ça a été, maintenant, c'est comme ça que vous allez travailler. Et l'effet pervers de ça, en bout de ligne, c'est qu'ils nous ont fait un premier calendrier. Maintenant, une entrevue, c'est 1 heure. Après ça, ils ont fait la grille 2.1, Proaction 2.1. Ils appelaient ça le PSP, Planification et le suivi de la performance. Alors, c'est là qu'est arrivé tout le concept de la performance, qu'on devait être très performant. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a su un peu plus tard, mais là, on devait être performant. La deuxième grille, la 2.1, ils ont coupé les temps de moitié partout. Alors, la visite à domicile qu'on avait travaillé de façon très collégiale en équipe et avec eux n'était plus de 1 heure, mais était de 30 minutes. Ça a généré une crise du tonnerre. Parce que là, on a dit, voyons donc, 30 minutes. Des fois, j'arrive dans une famille, puis j'ai des interactions qui durent pendant 15 minutes parce que la voisine est là, parce que quelqu'un arrive à la maison, parce que le bébé pleure. Des fois, tu commences pas une entrevue là, quand tu arrives là. Il y a tout plein de choses qui se passent dans une maison, puis il fallait faire beaucoup de visites à domicile en plus, ce qui est correct. On a dit, mais là, 30 minutes, ça... Fait que là, on est venu, on a dit en équipe, ça se fait pas 30 minutes. Là, ils ont dit, pas de problème. Vous irez 2 fois dans la journée, 2 fois 30 minutes. Vous allez faire votre heure. Ça a été encore l'enfer. On a dit, ben non, parce que là, vous voulez que je sois plus performant. Là, je vais aller 2 fois à domicile. Ça va coûter plus cher de temps, plus cher de gaz. Il est arrivé, là, une tollée de confrontation, je vous dirais, avec les cadres, à ce moment-là, très, très, très importante. C'est là que les gens se sont mis à interpeller le syndicat à l'époque pour nous dire on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'au niveau éthique, on est vraiment pris dans un dilemme éthique effroyable. Parce que là, on est en train de se dire on nous oblige de travailler de cette façon-là. Mais mon code d'éthique, si je le regarde en ce qui concerne le travail social, on était, parce qu'on ne le lit pas tous les jours, notre code d'éthique, mais là, on a pris le temps de le lire. Et quand on a pris le temps de le lire, on a dit, tiens, j'ai l'obligation dans mon code d'éthique en travail social de faire telle chose, donc de refuser de travailler de cette façon-là. Si ça ne correspond pas à l'évaluation que j'ai faite de la situation, j'ai l'obligation et je peux refuser. Et là, on s'est mis à tout ressortir les articles des codes d'éthique de chaque collègue. Toutes les professions. Ergothérapeutes, nutritionnistes, les infirmières l'ont fait, les travailleuses sociales l'ont fait, les psychologues l'ont fait, les psychoéduques. Et on a tout ressorti dans chaque code de profession, chaque article qui était en frein avec cette façon de travailler-là. On a fait une action collective parce que dans la situation où on était, plus eux voulaient nous rencontrer de façon individuelle et nous, on voulait collectiviser le problème. Et plus ils nous rencontraient chacun, un à un dans le bureau, plus il y avait des mesures disciplinaires qui augmentaient, c'est-à-dire les gens avaient des lettres dans leur dossier, des avis disciplinaires. Les gens se faisaient de plus en plus encadrer. Par exemple, on pouvait se faire dire « T'as de la misère avec la gestion de ton temps, Marjolaine. Je pense que tu n'es pas capable de bien gérer. Alors, dorénavant, je vais te rencontrer 1 fois par semaine, tu amènes ton agenda et je vais t'aider à gérer ton temps. » Et chaque personne qui n'arrivait pas à faire le PSP, l'outil qui était développé, et qui n'arrivait pas, ou tu avais un employé qui arrivait dans le bureau et disait, moi, écoute, regarde, moi, je l'ai fait de façon très honnête, mon PSP, mais ça me donne 70%. Mais j'ai un sentiment que j'ai très bien travaillé dans ma journée. Ma journée était complète, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et ça ne marchait pas. On a dit, à partir de maintenant, on va faire notre travail. Donc, on va rédiger nos dossiers, on va faire nos statistiques et on va rencontrer les gens. Et s'il nous reste du temps dans la journée,
on va compléter votre grille. Il n'y a jamais resté de temps dans la journée pour compléter la grille. Ça a été, dans le fond, l'action qu'on a trouvée la plus logique pour mettre un frein à quelque chose qui n'avait plus aucun sens au niveau soit du dilemme éthique, soit au niveau psychologique des travailleurs, et soit pour une façon d'offrir des services qui va à l'encontre de tout bon sens. Là. Maintenant, là, on fait face à une autre fusion, hein, la PL10, le projet de loi 10, qui a été adopté sous bâillon malgré toutes les représentations faites à la commission parlementaire et qui était à 98 quelques % contre, autant le communautaire que les gens du réseau et les mouvements syndicaux. Et là, maintenant, hein, on est parti des CLSC, ils ont fusionné des CLS ensemble, mais maintenant, ils ont fusionné des C3S ensemble. Donc, on a actuellement 5 CIUS sur l'île de Montréal qui a été fusionné avec plusieurs C3S. Maintenant, ben c'est ça, il ne se cache plus. Tel cadre a été nommé dans telle équipe et il est en train de faire sa ceinture verte au niveau du lean, au niveau de sa gestion. Fait qu'actuellement, les gestionnaires sont tous formés au lean. Proaction a fait sa job, c'est fini. Ils sont pratiquement plus dans le réseau de la santé et des services sociaux. On ne les voit plus. Maintenant, le combat va être beaucoup plus difficile parce que c'est notre patron. Actuellement, c'est ça qu'on vit. Il diminue les critères d'accessibilité dans les équipes. Ça découle de la 25 et de la 30. Là, on n'est plus imputable d'eux. Fait que là, il enlève les critères. Donc, moi, j'ai une partie des gens que je ne peux pas voir. Et il y en a qui se ramassent dans le milieu communautaire. D'ailleurs, le milieu communautaire est drôlement plus réveillé maintenant aussi par rapport aux lignes, parce que c'est plus du dumping qu'on fait. Maintenant, on est rendu carrément, on ne peut pas les prendre, cette partie de personnes-là, et on les réfère au communautaire, ou ils tombent entre deux chaises, parce que les gens, c'est pas des... tu peux pas les lancer à gauche, à droite. Déjà, faire une demande d'aide, déjà en soi, c'est beaucoup. Faire une demande, de se présenter puis dire j'ai besoin d'aide, c'est une chose. Là, ils vont demander de l'aide, on va lui dire bien, on va évaluer la demande, on va dire c'est pas ici, on va vous envoyer ailleurs. Fait qu'actuellement, c'est plus caché, on a vraiment une gestion ligne. La gestion des listes d'attente s'est accrue parce que il y a le lean et il y a des compressions budgétaires dues à l'austérité. Fait qu'on a une méthode de gestion qui va venir nous dire de travailler de telle façon. Et là, on a actuellement, jusqu'en avril 2016, nous, pour notre C3S, on a entre 23 et 25 millions de compressions. Fait que c'est des coupures de postes. Fait que ce qu'on va être moins capable de faire, ça va laisser de la place au privé. Fait qu'il y a beaucoup d'organismes privés qui vont venir faire de l'ergothérapie, faire de la nutrition, consulter une travailleuse sociale, consulter une orthophoniste pour des enfants qui ont des problèmes de langage. Maintenant, ça se passe en clinique privée. Fait que là, on a vraiment la porte ouverte grandement pour une destruction des services de première ligne. De moins en moins, on va être capable de le faire. Puis de plus en plus, les gens vont devoir payer leurs propres services. Et on le voit quotidiennement dans tous les jours. On a des situations où est-ce qu'on réfère au privé nous-mêmes. Moi, je suis même pris au téléphone en train de dire ça.